Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actualité, bien justement, nous ferons le point avec Sacha Pouget sur cette année 2020 incroyable pour le secteur. Quant à l'entretien, il sera consacré à Guy-Charles Fano-Delahorie, président du directoire de Ferrecides Pharma. Vous ne connaissez pas? Eh bien, c'est normal, c'est une nouvelle société qui s'introduit sur le marché. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et j'ai le plaisir de retrouver pour ce point d'actualité Sacha Pouget, directeur associé de Calisté Biotech Advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. Alors, on avait envie de faire avec vous, parce que vous avez toujours une batterie d'indicateurs pour surveiller ce secteur des biotech, un point de cette année 2020, on a encore le temps, hein. Finalement on est encore en janvier, en regardant finalement ce qui s'était passé dans le monde, également en France, et on va voir qu'il s'est passé pas mal de choses. On a déjà eu l'occasion d'en parler, mais on va mettre des chiffres cette fois-ci avec vous, et on va peut-être commencer tout simplement finalement par les performances 2020 du secteur des biotech dans le monde, avec des chiffres assez décoiffants. Alors, ça a été une très belle année pour le secteur d'un point de vue global, tout d'abord. Ce n'est pas propre à la France. Lorsqu'on analyse les plus de 1100 sociétés qui sont cotées à la fois aux États-Unis, en Asie et en Europe, on constate une progression moyenne de 64% des biotech, ce qui est une très belle année. On a quand même l'Europe cette année qui surperforme le reste des autres régions dans le monde, puisqu'on progresse de 73%. Ouais. On bat les États-Unis qui, eux, progressent. Alors, c'est quand même très costaud, hein, une progression de 63% en moyenne sur les 520 sociétés qui sont cotées là-bas. Et l'Asie fait un peu moins bien, mais on est au-dessus quand même de 50%. Donc la France progresse de 75% sur l'année 2020 en moyenne sur nos trentaines de biotech qui sont cotées. On a eu, donc c'est la 6e performance quand même dans le monde. Il y a eu des belles envolées au-delà de la France, en Europe comme en Pologne par exemple, où elles ont pris plus de 300%, mais aussi en Angleterre, où elles ont pris environ 150%. Le parallèle qu'on peut faire quand même avec l'Angleterre, même si on est 2 fois moindre en termes de performance, c'est qu'on avait connu des années précédentes très compliquées, et que là, on a eu véritablement un phénomène de rattrapage qui a été vraiment un peu global sur toute la France, toutes les sociétés qui sont cotées, à la fois sur les medtech, mais aussi sur les biotech. Donc c'est honorable, mais c'est pas non plus, si je parle de la position française, c'est pas non plus exceptionnel, hein, quand je vous écoute Sacha. Alors c'est très honorable quand même, et lorsqu'on regarde les 40 plus grosses progressions de 2020, tout secteur confondu, il y a 15 sociétés de biotech et de medtech qui sont dans ce top 40, donc c'est quand même un secteur qui a été très recherché par les investisseurs. Les medtech se sont énormément repris puisqu'elles ont progressé, donc il y a 38 medtech qui sont cotées à la Bourse de Paris. On en cite quelques-unes pour les gens qui sont familiers. Comme Novacil par exemple, comme Biocinex, voilà, des sociétés qui ont été entourées notamment liées à la crise du Covid, donc elles ont progressé de 260%, ces 38 medtech. Sur le graphique que vous avez amené, en moyenne. Et sur les 68 biotech et medtech qui sont cotés à Paris, on est sur une progression moyenne de 175%, ce qui est assez significatif. Et on a quand même 16 sociétés qui ont pris plus de 150% l'an passé sur le secteur, donc sur les 68 biotech medtech, ce qui est quand même assez honorable. Et j'ai envie de dire, on est parti aussi sur une bonne lancée en 2021, au moment où on parle. Elles sont toujours recherchées par les investisseurs, ces sociétés. Alors, il y a cette performance, on l'a dit, qui est quand même honorable. Il y a aussi la question des financements. Et quand on préparait cet entretien, on m'avait dit attention, parce qu'effectivement, tout ça, c'est bien. La France accélère, mais peut-être que ça accélère encore plus vite ailleurs. Alors, lorsqu'on regarde un petit peu aux États-Unis, mais aussi en Asie, on voit aux États-Unis, c'est incomparable. C'est de manière historique, et ça, on ne va pas faire de comparatif, mais disons qu'aux États-Unis, rien que sur la partie introduction en bourse sur les biotech, ils ont su lever 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars. Environ 80 sociétés biotech ont été introduites sur le marché américain. Et en Asie, alors ça, c'est la grande info de 2020, c'est qu'on a assisté à une explosion des financements des sociétés. Rien qu'à Hong Kong, par exemple, on était à 21 milliards de dollars qui ont... Pour les seuls biotech. Uniquement sur la partie biotech. Donc en France, alors c'est un autre niveau, mais c'est quand même une très belle année 2020, puisqu'on a levé 1337 millions d'euros précisément sur les 38 biotech. Donc 1,3 milliard. 1,3 milliard, c'est un record, on n'a jamais vu ça. C'est quand même un record. On dépasse l'année 2015 qui avait été un très bon cru pour le secteur. On était au-dessus du milliard, alors, précisément... 1032 millions d'euros en 2015. Donc là, c'est du jamais vu. On a eu aussi beaucoup d'opérations qui sont faites, puisqu'on en a eu 69. C'est 60% de plus que 2019, et c'est même le cumul de 2019 et de 2018. Donc il y a eu véritablement,
on va dire, une avancée sur le financement des biotech qui leur permet d'accroître leur visibilité et leur autonomie financière, ce qui va leur permettre, in fine, eh bien, de développer correctement leur programme clinique et donc de faire des avancées sur le plan partenarial et également business développement, etc. Donc on peut attendre beaucoup de choses avec ce qu'elles ont pu lever en 2020 et espérons qu'on puisse continuer sur la même dynamique en 2021. Il y a quand même, une chose, c'est que contrairement aux autres pays, on n'a pas vraiment eu d'introduction de biotech. Et ça fait un certain temps que ça, même si il y a eu quelques sociétés les années précédentes, alors que apparemment c'était un moteur de la cote, cette introduction de biotech, ça s'est vraiment tari. Est-ce qu'on peut espérer voir redémarrer ça en 2021 ? Alors c'est le bémol vraiment de 2020. On n'a pas eu d'introduction en bourse. Alors déjà en Europe, on a eu une douzaine seulement. Je parlais aux États-Unis, il y en a eu 80, on est vraiment loin derrière. Donc, la comparaison fait mal. Là. Voilà, mais ça s'explique aussi sur la frilosité peut-être des opérations d'introduction en bourse. Dans un contexte plus général. En Europe. Mais je pense que là, certaines opérations se préparent et donc on pourrait assister à une reprise des introductions en bourse dans le secteur. Il y a eu quand même un point très positif, c'est qu'on a eu 251 millions d'euros qui ont été levés par des partenariats. C'est plus du triple par rapport, même c'est le quadruple par rapport à l'année précédente, en 2019. Donc voilà, sur le plan des signatures de partenariat, là c'est quand même aussi une année significative et ce qui est, on va dire, prometteur pour la suite. Bon, quand je vous écoute, on commence cette année 2021 plutôt sous de bons auspices avec un a priori plutôt favorable. Plutôt favorable, disons que tous les signaux sont au vert. L'intérêt continue, les sociétés sont vraiment dans la communication aussi, elles ont repris leurs essais cliniques, ce qui n'avait pas été le cas à cause de la crise sanitaire. Donc là, on a véritablement un news flow qui s'annonce pour 2021 plutôt prometteur, avec des sociétés pour lesquelles on attend vraiment une salve de résultats. Bah justement, on voulait faire le point, vous en aviez préparé quelques-unes. On commence peut-être notamment par Poxel, Poxel qui est notamment dans la NASH, et sur laquelle on attend peut-être des résultats à court terme. Alors, pour 2021, on va attendre, c'est principalement une année sous le signe réglementaire et partenarial. Vers la mi-2021, on devra attendre donc une annonce sur la décision d'approbation des autorités japonaises sur l'imeglimin, qui est un produit dans le diabète de type 2, qui a produit de bons résultats de phase 3. Donc là, autour de la mi-2021, on va avoir la décision et ensuite, possiblement, au deuxième semestre, il y aura le lancement du produit sur le marché au Japon. On attend aussi, suite à l'annonce de Metavant, son partenaire américain sur le même produit, imeglimin, un nouveau partenariat, puisque le retour des droits a été annoncé sur ce produit pour la partie États-Unis. Certains disent qu'il pourrait y avoir un nouveau partenariat qui pourrait être signé dans de meilleures conditions, puisque le dossier a été dérisqué finalement depuis la signature du partenariat. Donc, charge maintenant au management et à la société de trouver un nouveau partenaire, à la fois aussi pour l'Europe et les États-Unis. Donc, c'est plutôt un news flow 2021 qui n'est pas forcément clinique, mais plus réglementaire et partenarial sur Poxel. Ça a son importance aussi. Après une année quand même 2020 qui a été compliquée puisque la société avait perdu pas loin de 50%. Oui, tout à fait. Autre société dont vous aviez envie de parler, Sacha, Erytech. On rappelle peut-être brièvement ce qu'ils font très rapidement pour les gens qui seraient moins familiers et puis expliquer ce qui va se passer pour en 2021. Alors c'est une société lyonnaise qui est spécialisée donc, dans l'oncologie. Ils encapsulent leurs molécules dans des globules rouges et tout cela a mené... C'est ça en fait, c'est sur la délivrabilité du traitement qu'on encapsule dans les globules rouges. Alors c'est plutôt prometteur. Là on a vraiment une année charnière pour la société puisqu'ils vont produire beaucoup de résultats, à la fois dans le pancréas où on attend au premier semestre des résultats de phase 3. En deuxième ligne, on aura les résultats intermédiaires tout d'abord et ensuite les résultats finaux au cours du deuxième semestre 2021. Donc grosses annonces. Grosses annonces, et puis on a aussi une phase 1 sur... Alors, résultat de phase 1 dans le cancer du pancréas, dans le pancréas, mais en première ligne. En première ligne, voilà. Et puis, pour finir, on a aussi une autre étude dans le cancer du sein, ça sera une étude de phase 2.
pour lesquels on attend les résultats dans la deuxième partie de l'année. Ah oui, donc beaucoup de résultats à venir pour Erytech. On sait que le cancer de pancréas est une indication en plus qui est très très importante, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de traitement pas à l'heure trop actuelle. d'options. En plus, ça pourrait être combiné avec d'autres produits comme Olivide de chez Ipsen. Donc, il y a encore véritablement un marché à prendre sur sur le cancer du pancréas. Et la société va connaître véritablement en 2021 une année transformante avec plusieurs résultats. Ah ben on va suivre ça avec attention. Et puis on termine par Abivax, là aussi, peut-être une année importante. Une année charnière aussi, peut-être. Charnière, Ouais. puisque alors, la société est très suivie à la fois aux États-Unis mais aussi en Europe. On attend donc dans l'UC, la rectolite hémorragique Ouais, c'est pas en facile. français, Ouais. donc des résultats qui vont être publiés dans le courant du deuxième semestre selon toute vraisemblance. Ouais. Donc ce sont des résultats de phase 2B qui sont chez 232 patients et les résultats donc vont pas tarder à être publiés. Il y a aussi pour la première partie de 2021 un autre news flow attendu cette fois-ci dans la polyarthrite rhumatoïde chez 60 patients. Ce sont des résultats de phase 2A. Et puis pour finir, on a encore d'autres résultats cette fois-ci de phase 2B3 dans le Covid qui sont attendus dans le courant du premier semestre. Donc un début d'année vraiment On va pas s'ennuyer, hein. très, très intéressant Ouais. du côté d'Abivax. Bon, eh ben merci Sacha. Et puis on peut le dire, vous reviendrez régulièrement commenter pour nous l'actualité de ce secteur avec les performances, les opérations, les financements en termes de fil rouge pour cette année 2021. Merci beaucoup Sacha. Avec plaisir, merci. Voilà, tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de retrouver pour l'interview Guy-Charles Fano de la Ori, président du directoire de Ferresides, une biotech créée en 2007. Et c'est la bonne nouvelle, puisqu'on en parlait juste avant, qui lance son introduction en bourse. Ça faisait longtemps et ça fait bien plaisir. Bonjour Guy-Charles. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, on va parler de cette opération, bien sûr, cette introduction, mais on est dans le journal des biotech et on voulait s'intéresser d'abord à la spécialité de Ferresides, les phages, des virus tueurs de bactéries qui pourraient représenter une alternative aux antibiotiques. On parle de phagothérapie. Voilà, j'ai envie que vous m'en disiez plus et vous m'expliquiez comment ça marche. Bien, écoutez, c'est relativement simple, c'est que les bactéries dans la nature ont des prédateurs. Et ces prédateurs, ce sont des virus tueurs de bactéries, dont ils sont appelés bactériophages, mangeurs de bactéries. Alors en fait, ils ne mangent pas les bactéries, ils les tuent. Donc ce que nous faisons, c'est nous utilisons ce potentiel naturel, donc nous trouvons des virus dans les milieux naturels, nous les sélectionnons, ensuite nous les isolons, nous les purifions, nous les fabriquons et nous en faisons des médicaments pour traiter les infections et principalement dans un premier temps les infections qui ne répondent pas bien au traitement par antibiotiques. Oui, traitements qui ne répondent pas bien au traitement par l'antibiotique, ça c'est une précision importante parce que l'antibiorésistance, on en entend parler, mais c'est un enjeu de santé majeur. On n'a pas forcément des chiffres précis à mettre tout de suite dessus. Dans le même temps, il y a eu un peu de sous-investissement aussi pour découvrir et mettre sur le marché des nouvelles classes d'antibiotiques. Les rares qui sont disponibles sont très chers. Finalement, quelles sont les indications et le potentiel de ce marché que vous visez? Alors il faut savoir que l'antibiorésistance, c'est un véritable problème de santé. Quand on parle de chiffres, en 2014, il avait été rapporté que 700 000 personnes étaient mortes à cause d'infections ne répondant pas aux antibiotiques. Un rapport fait pour le Premier ministre britannique en 2015 avait dit qu'en 2050, la résistance aux antibiotiques entraînerait la mort de 10 millions de personnes par an. Donc on voit que c'est un enjeu de santé majeur, et d'ailleurs en 2050, à 10 millions de personnes par an, c'est la première cause de mortalité potentiellement dans le monde. Donc on voit qu'il y a un énorme problème. Et on n'en parle pas tant que ça finalement. Hein. Non, finalement, ça se fait à bas bruit, mais ça concerne, comme je vous l'ai dit, des centaines de milliers de personnes tous les ans dans le monde. En France, c'est des dizaines de milliers de personnes. Il faut bien avoir conscience que ça touche beaucoup de gens. D'ailleurs, on a tous dans notre entourage des gens qui ont eu des infections, qui ont traîné pendant des semaines, voire des mois, ou même qui en sont mortes. Donc, c'est un vrai problème. Alors, le sous-investissement dont vous parlez est tout à fait réel. Il faut savoir que depuis les années 80, il n'y a pas eu de nouvelles familles d'antibiotiques mises sur le marché. Parce qu'on a trouvé, entre 1940, découverte de la pénicilline avec Sir Alexander Fleming, et les années 80, on a trouvé les antibiotiques qui étaient faciles, entre guillemets, à trouver et développer. Depuis, ça devient de plus en plus difficile. Et donc,
L'industrie pharmaceutique, c'est plutôt recentré sur d'autres marchés, comme les marchés du cancer, des maladies neurodégénératives, etc. Donc c'est vrai qu'on paye d'un côté l'apparition et le développement de la résistance aux antibiotiques, et de l'autre côté, la très faible recherche et les très faibles investissements faits dans ce domaine. Donc, des petites sociétés de biotech reprennent le flambeau, et Phericides a choisi de développer des traitements antibactériens à base de phages naturels, des phages que nous trouvons dans l'environnement. Notre source principale de phages, paradoxalement, ce sont les eaux d'égout sous les hôpitaux. Nous avons un accord avec les égouts de Paris qui nous livrent en eau d'égout, qui ont été prélevés sous les hôpitaux. Pourquoi sous les hôpitaux ? Parce que dans les hôpitaux, c'est là qu'on utilise le plus d'antibiotiques, c'est là qu'il y a le plus de développement de bactéries résistantes, et donc c'est là qu'on a les phages les meilleurs. Alors, ça, c'est pour la science, et vous avez déjà expliqué un petit peu, mais j'ai envie que vous rentriez maintenant dans le détail, parce on parle aussi à des investisseurs, dans le détail du business model de Phericides. Comment ça se passe concrètement? Comment vous comptez commercialiser finalement ces phages? Alors, nous allons commencer à mettre à disposition des phages pour des traitements dans un système très particulier qui s'appelle autorisation temporaire d'utilisation, ATU, dès cette année. Ça veut dire qu'avant même d'avoir une autorisation de mise sur le marché, il y a des autorisations temporaires qui permettent de donner ces traitements à des patients. Absolument, absolument. Donc les autorités de santé, les autorités de tutelle savent que pour avoir une AMM, ça prend beaucoup de temps, qu'il peut y avoir un besoin médical réel avec des produits en cours de développement ou bien dont le développement est terminé. Donc c'est le cas pour les phages. Donc dès cette année, nous allons pouvoir mettre à disposition du corps médical pour traiter des cas très difficiles et complexes, des phages qui seront produits dans des conditions pharmaceutiques. Et ceci sera la première étape. Ensuite, nous menons en parallèle le développement clinique. Donc, nous allons lancer cette année une première étude clinique dans le traitement des infections ostéo-articulaires sur prothèse de la hanche ou prothèse du genou, à staphylocoque doré. Et ensuite, avec cette étude dont nous aurons les résultats au 3e trimestre 2022, nous lancerons ensuite une étude de phase 3. Donc la commercialisation, aujourd'hui, l'horizon auquel on pense, c'est 2025, à peu près 2025. On peut imaginer avoir une AMM, une autorisation de mise sur le marché, et donc la commercialisation dans un cadre normal et non pas dérogatoire comme les autorisations temporaires d'utilisation. Mais quand on écoute bien, il y a déjà potentiellement un chiffre d'affaires là qui n'a rien de comparable à ce qu'il sera en 2025 si tout se passe bien, mais qui peut arriver assez vite, notamment lié à ces autorisations temporaires d'utilisation. Absolument. Alors une des grandes caractéristiques de Phericides et une des grandes originalités de la société, c'est que nous allons lancer en parallèle le développement clinique et la mise à disposition pouvant générer du chiffre d'affaires. Donc les deux choses vont se passer en parallèle. Et il faut voir qu'on bénéficie déjà de 2 ans de recul de traitement, parce que l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, a autorisé des équipes hospitalières à utiliser nos phages pour traiter des patients. Il y a déjà comme ça plus d'une vingtaine de patients qui ont reçu nos phages et qui en ont bénéficié. Donc nous rentrons en clinique, mais nous avons une assise de cas cliniques de 22 patients, voire plus à venir, déjà derrière nous. Cette expérience est tout à fait fondamentale. Elle nous a permis de vérifier la très bonne tolérance de nos produits, qui ont été administrés dans certains cas par voie intraveineuse, également l'intérêt clinique et bactériologique. Et donc nous bénéficions d'une expérience de cas cliniques, alors que nous lançons nos études cliniques et qu'en parallèle, nous allons pouvoir avoir des autorisations temporaires d'utilisation potentiellement génératrices de chiffre d'affaires. Et autant de données qui seront utiles notamment dans ces essais cliniques. Moi, j'ai 2 questions encore sur le business model. J'ai lu que vous parliez d'une phagothérapie de précision, que c'était notamment votre marque de fabrique. J'aimerais que vous me détailliez un petit peu plus ça, et puis savoir comment ça marche, et puis si c'est extensible comme ça de façon très large. Et puis une autre chose que j'ai lue, c'est qu'en fait, les phages étaient présents à l'état naturel, vous l'avez dit, dans l'eau des égouts sous les hôpitaux, et qu'à ce titre, ils n'étaient pas brevetable, vous me voyez venir. Qu'est-ce qui vous prémunit finalement de concurrents qui pourraient aussi aller comme ça recueillir l'eau des égouts et puis lancer leur phage inspiré par votre exemple? Tout à fait. Alors, à partir de 2016 à peu près, nous avons imaginé et développé le concept de phagothérapie de précision. Oui. Alors, phagothérapie de précision, c'est simple. Nous sélectionnons d'abord des champions, par exemple des phages champions tueurs de Pseudomonas aeruginosa. Le cas de Pseudomonas aeruginosa est assez parlant. Nous avons trouvé 4 champions. Des champions, ça veut dire que ce sont des phages les plus efficaces. Les plus efficaces et en plus les plus faciles, entre guillemets, à produire avec les meilleurs rendements et la meilleure répétabilité pour la production. Nous avons donc une collection de 4 champions. Ces 4 champions, nous les produisons
individuellement dans des lots de plusieurs centaines de flacons. Donc nous avons, et je raccourcis évidemment, nous avons nos stocks sur étagère, de centaines de flacons de phage 1, de phage 2, de phage 3, de phage 4. Lorsque une équipe hospitalière est confrontée à une infection due à Pseudomonas aeruginosa qui ne répond pas bien aux antibiotiques ou qui est carrément résistante, cette équipe nous envoie la bactérie en cause. Nous testons chacun de nos 4 phages sur cette bactérie et nous déterminons lesquels sont les plus actifs. Donc par exemple, sur 4 phages, on peut imaginer que le phage 1 et le phage 3 soient actifs et que le phage 2 et le phage 4 ne soient pas actifs. À ce moment-là, nous prenons sur nos étagères le nombre de flacons qu'il faut du phage 1 et du phage 3, nous les envoyons à l'hôpital et le traitement est fait avec le phage 1 et le phage 3. D'accord. Donc nous avons des traitements faits sur mesure à partir d'éléments faits en grande quantité. Ça nous permet d'assurer une excellente qualité pharmaceutique pour les produits qu'on a fabriqués en grande quantité et ça nous permet également de bénéficier d'économies d'échelle en termes de production. Donc nous avons des grands lots, donc l'amortissement de tous les frais fixes se fait sur de nombreux flacons plutôt que sur quelques-uns. Et ça nous permet de faire du traitement individualisé au cas par cas, puisque nous avons fait le phagogramme. Donc nous avons déterminé quels sont les phages actifs et nous ne traitons qu'avec les phages qui sont actifs. Donc c'est ça le concept de phagothérapie. Et ça, on peut imaginer que c'est extensible sur une très large gamme de patients, un très grand nombre de patients aussi. Alors pour l'instant, ce que je vous décris est faisable et nous le faisons dans le cadre des traitements compassionnels. Nous arriverons à le faire évidemment pour les études cliniques et pour les ATU. Une étape de développement majeure pour nous est de réussir à automatiser, industrialiser le process de phagogramme. Donc une fois qu'on aura accompli ceci, et nous sommes très confiants sur le fait que nous allons y arriver, le phagogramme pourra être décentralisé, délocalisé dans les hôpitaux ou dans des laboratoires centralisés, entre guillemets. Donc ça, c'est pour la phagothérapie, précision. Et la concurrence, alors comment on fait pour s'en prémunir alors qu'on ne peut pas breveter ces phages? Voilà. Alors, on ne peut pas breveter des organismes vivants. En revanche, et nous avons beaucoup travaillé sur le sujet avec des conseillers très astucieux, ce que nous avons déposé comme brevet et obtenu, c'est des brevets sur l'utilisation de nos phages en association. Donc nous avons des brevets qui font que si 1 ou 2, ça dépend des territoires, de nos phages sont utilisés pour traiter des patients, pour faire du traitement vétérinaire, pour faire du diagnostic, nous avons inclus un certain nombre d'utilisations. Nos brevets sont accordés et nous avons également des brevets très larges, puisque par exemple sur Pseudomonas aeruginosa, nous avons 2 brevets qui couvrent 25 phages et nous avons obtenu d'avoir non seulement le phage lui-même, dont le génome est donné, mais tout ce qui va, tous les autres phages qui auront le même génome, plus ou moins 1% ou plus ou moins 3% selon les territoires. Donc si vous voulez, on travaille avec des phages qui peuvent avoir jusqu'à 100 000 paires de bases dans leur génome. Si vous prenez 3% de variation, ça vous fait tout de suite 3000 phages. Vous mettez, alors ils n'ont pas tous 100 000 paires de bases, mais vous voyez, on a plusieurs milliers de phages par génome déposé. Vous multipliez ça par 25, on a une très très grande couverture des phages actifs sur Pseudomonas aeruginosa. Et ces brevets ont été accordés dans des territoires comme les États-Unis, l'Europe, l'Australie, Hong Kong, Japon, Israël, donc des territoires tout à fait importants. Alors tous les brevets ne sont pas encore accordés, mais ils sont tous déposés et nous en avons déjà obtenu sur les territoires que je vous ai indiqués. Et la concurrence peut-être plus classique des antibiotiques, de ces nouvelles classes d'antibiotiques, vous le surveillez également? Alors bien sûr, nous surveillons. Alors si vous voulez, je pense que le besoin médical est tel que on ne peut pas... heureusement qu'il y a d'autres sociétés qui travaillent sur les phages. Il y a d'autres sociétés qui travaillent sur les phages, très peu, mais quelques-unes, et sur d'autres approches, de nouvelles classes d'antibiotiques, des anticorps monoclonaux, des peptides. Il faut vraiment... Le problème de santé est tellement majeur et tellement important qu'il faut plusieurs approches développées et plusieurs sociétés dans les mêmes domaines. Il y a de la place pour tout le monde, ça stimule tout le monde, ça nous oblige à être meilleur, plus rapide. Donc c'est bien pour la société, entre guillemets, et c'est bien pour les sociétés de biotechnologie d'avoir l'aiguillon de la concurrence. Bien sûr. Il y avait aussi ce point que vous avez abordé sur la qualité de la fabrication, du manufacturing. Je crois que ceci, c'est un élément important pour la production et la mise à disposition des phages. Absolument. Il faut savoir que les phages ont été découverts au début du XXe siècle par 2 personnes séparées. Il y avait un Anglais qui s'appelait Thorpe et un Franco-Canadien de l'Institut Pasteur, Félix Derel. Donc on connaît ça depuis 100 ans. Le vrai problème, et pourquoi ça n'a pas été développé avant, c'est que la fabrication est compliquée et qu'on n'avait pas encore les outils tels que la biologie moléculaire ou le séquençage pour assurer la qualité des fabrications. Il y a eu maintenant
il y a eu depuis quelques années la mise à disposition de ces outils à des coûts raisonnables, ce qui fait que la fabrication des phages peut redémarrer dans d'excellentes conditions et nous sommes tout à fait en pointe dans ce domaine. Bon, c'est très clair. Champ d'application énorme. On est avec un dirigeant de biotech. Biotech, c'est consommation de trésorerie, c'est essai clinique. Il y a cette introduction en bourse. Et j'ai envie de vous poser cette question toute bête. Ben voilà, finalement, quelles sont vos priorités stratégiques là avec cette opération ? Alors cette opération a un objectif majeur, bien défini, qui est une étude clinique de phase 1-2 avec nos phages anti-staphylocoque doré dans le traitement des infections ostéo-articulaires sur prothèse de hanche ou de genou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec cet argent, nous allons mettre en place et conduire cette étude clinique dont les résultats sont attendus au 3e trimestre 2022, avec la somme, avec l'argent que nous levons. Et nous avons été assez conservateurs sur le fait que nous n'avons pas inclus dans notre business plan d'argent public qui serait des subventions ou des avances remboursables. Donc nous avons, entre guillemets, de la marge de ce côté-là. Avec la levée de fonds que nous menons, nous irons jusqu'à fin 2022, donc jusqu'à l'obtention, l'exploitation et la publication des résultats de notre phase 1-2. Bon, déjà un objectif très clair. Il y a eu au long de cette année 2020 qui s'est écoulée, un retour en grâce des biotech auprès des investisseurs individuels et aussi finalement une belle progression des différents cours de bourse. Mais si on remonte un petit peu avant, il y a eu des déceptions sur des sociétés parfois introduites trop tôt, suivies par des résultats pas au rendez-vous. Et on peut se douter qu'aujourd'hui, les investisseurs individuels, ils regardent peut-être un petit peu à deux fois quand ils voient marquer le nom de biotech. Quels arguments vous pourriez utiliser pour les convaincre? On parle aussi quelquefois d'absence de news flow. Voilà, la société s'introduit puis elle n'a plus rien à communiquer. Allez, deux ou trois arguments pour convaincre l'investisseur qui est tenté, qui se dit « Ah, il y a là quelque chose à saisir » et qui peut rester un peu hésitant. Alors, les arguments, nous avons des arguments très forts. Je pense que d'abord, nous visons un problème de santé majeur. On en a parlé, des centaines, voire des millions de morts. On connaît tous quelqu'un qui a eu un staphylocoque doré sur une fracture, sur une blessure, qui a traîné ça très longtemps. Donc il y a un véritable enjeu de santé. Et je crois que ça, on n'insistera jamais assez. Il y a un véritable enjeu de santé et dans toutes les classes d'âge de la population. Il y a des jeunes gens qui ont des accidents de moto et à qui on coupe la jambe parce qu'il y a un staphylocoque doré. Donc ça, il faut arrêter ça. Donc, premièrement, l'enjeu de santé. Deuxièmement, nous avons déjà une expérience clinique avec nos produits. Nos produits ont déjà été administrés à plus de 20 patients. On sait qu'ils sont bien tolérés, on sait qu'on peut les fabriquer, on sait qu'ils présentent un intérêt clinique. Et nous avons des équipes de médecins tout à fait remarquables, et nous avons les CRIOAC, Centre de référence des infections ostéo-articulaires complexes. C'est un réseau de 24 services hospitaliers, un réseau national de 24 services hospitaliers, qui est partant pour nous soutenir. Donc un argument, nos produits ont été testés avec succès chez l'homme. Les exemples auxquels vous faisiez référence, c'était généralement sur des concepts très intéressants, mais l'application chez l'homme n'avait jamais été véritablement testée. Le troisième point, c'est que, au point de vue élégance, entre guillemets, utiliser des virus naturels pour tuer les bactéries, alors qu'aujourd'hui, on est dans cet esprit d'écologie, de besoin d'économie circulaire également. Vous voyez, nous, on va chercher la matière, on va les chercher dans les eaux des égouts. Ouais. Donc, je pense qu'on fait partie de cette idéologie et de cette mouvance, entre guillemets, qui est utilisons tout ce que la nature peut nous offrir pour soigner des maladies très très graves. Alors, nous ne sommes pas dans la naturopathie, nous sommes vraiment dans trouver des virus, faire beaucoup de travail dessus pour faire des médicaments de très haute qualité, un développement clinique très sérieux. Voilà, les arguments sont là. Je pense que le fait que les biotech soient revenus en grâce est une bonne chose, méritée, parce que la santé est quand même quelque chose de très important. Et on voit que quand on sous-investit ou quand on méprise un peu cet aspect-là, les retours de bâton peuvent être dramatiques. Malheureusement, c'est ce qu'on connaît depuis un an. Les infections bactériennes pourraient prendre le relais des infections virales si on ne fait rien. Très bien résumé. Est-ce qu'on peut, en attendant ces résultats de cette étude dont vous avez parlé, déjà quand même donner quelques rendez-vous sur cette année 2021 ? Il y a des choses qui vont se passer ? Alors absolument. En 2021, le news flow. Donc d'abord, il va y avoir le démarrage de cette étude clinique. Il va y avoir les autorisations l'octroi d'autorisation temporaire d'utilisation.
Nous avons déposé des brevets, il y aura l'octroi de ces nouveaux brevets. Nous allons avoir des publications et des présentations scientifiques sur les cas compassionnels qui ont déjà eu lieu. Nous allons déposer des brevets, d'autres brevets par exemple sur des souches bactériennes de production. Par exemple pour Pseudomonas aeruginosa, nous avons fabriqué une souche de production génétiquement modifiée pour avoir des phages naturelles de très haute qualité, de très haute pureté. Ça va nous donner l'occasion de déposer un brevet. Donc nous avons un news flow prévisible, très très important. Nous allons avoir d'autres études cliniques dès 2021. Ouais. En 2021, nous aurons également 2 études cliniques avec nos phages anti-staphylocoque doré, mises en place dans le cadre de PHRC, Programme hospitalier de recherche clinique, avec des deniers publics. Donc ces 2 études vont démarrer. Vous voyez, on va avoir un news flow très riche, à la fois en développement clinique, en brevet, en ATU, potentiellement en chiffre d'affaires. Je pense que notre activité va être très soutenue. Bon, eh ben, j'espère que vous reviendrez en parler avec nous. Guy-Charles Fano de la président du directoire de Ferresides Pharma. Merci beaucoup. Ce journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.